Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire de Think Éducation et Recherche 2021. Ce webinaire a été construit en partenariat avec le réseau des INSPE. Je suis Martin au sein de la rédaction de Newstank, Higher Ed and Research, et je vous accompagnerai tout au long de cette heure et quart que nous allons passer ensemble. Nous le savons tous, la crise sanitaire que nous subissons depuis presque un an a bouleversé l'enseignement supérieur et la manière dont les enseignements sont mis en œuvre. Toutefois, ces adaptations, bon gré mal gré, durant cette crise, ont été rendues possibles par une réflexion et des évolutions débutées il y a plusieurs années. Des réflexions et changements qui portent sur les dispositifs, méthodes et outils techniques d'enseignement, mais aussi plus globalement sur la manière de penser, de construire et d'organiser un cours, une unité d'enseignement ou une formation. Toutes ces réflexions mènent vers un objectif principal, la réussite des étudiants. Cette réussite étudiante est également l'objet de réflexion, nous le savons depuis plusieurs années. Si la réussite était initialement uniquement pensée comme académique, le concept de réussite s'est étoffé. Désormais sont prises en compte par exemple des compétences acquises par les étudiants, des savoir-faire et savoir-être, la construction de parcours personnalisés, plus forcément linéaires, ou encore la prise en compte de l'insertion professionnelle. Nous allons donc ensemble jusqu'à 11h15 nous demander comment l'ingénierie pédagogique constitue l'un des leviers de la réussite étudiante et surtout comment les bouleversements actuels dus à la crise sanitaire notamment ont impacté les pratiques pédagogiques pour à terme favoriser la réussite de tous les étudiants. Pour réfléchir et dialoguer sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Tout d'abord, François Germinet, vous êtes président de CY Cergy Paris Université et depuis peu président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence des présidents d'université. Bonjour à vous. Bonjour. J'accueille également Joël Desmougeot-Lebel. Vous êtes responsable innovation pédagogique du CIPE, le Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation de l'Université de Bourgogne, établissement au sein duquel vous êtes également chargé de mission pour la stratégie pédagogique. Bonjour à vous. Philippe Lal, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à l'Université Lyon 1 et conseiller stratégique pour la pédagogie au sein de la DGCIP. Et enfin, Pascal Brand-Pomarès, vous êtes directrice de l'INSPE d'Aix-Marseille et vice-présidente du CIPE, donc Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation de DAMU, Aix-Marseille Université. Merci à vous 4 de participer à ce webinaire. Quelques conseils et consignes avant de débuter pour tous nos participants. N'hésitez pas à vous aussi à vous présenter dans l'onglet questions, mais aussi à poser justement ces questions tout au long de nos échanges pour enrichir le débat. On essaiera au mieux de les relayer et d'y répondre. Vous pouvez également, avec les petites flèches à côté de chaque question, faire remonter les questions que vous avez souhaité voir posées. Et enfin, je vous invite à poursuivre ces échanges sur Twitter grâce au hashtag SyncEdu21. SyncEdu21. En guise d'introduction, j'ai souhaité, pour correctement et bien poser les termes du débat, vous solliciter, vous, Joël Desmougeot-Lebel, pour revenir brièvement sur ce qu'est l'ingénierie pédagogique. Quand on a discuté ensemble en préparant ce webinaire, il nous semblait important de préciser ces termes, notamment au sein d'une période qui se limite pas aux crises actuelles et aux bouleversements actuels et aux outils numériques mis en avant depuis un an. Je vous invite à rallumer votre micro parce que je l'ai coupé, il y avait un peu de... Ok, merci. Effectivement, comme vous venez de le dire, l'ingénierie pédagogique, c'est beaucoup plus que les outils qu'elle met en œuvre, outils qui sont apparus brutalement dans le contexte qu'on vient de vivre ces derniers mois. L'ingénierie pédagogique, elle va viser à créer ou à modifier à des fins de transformation, d'amélioration, un dispositif pédagogique. Alors, un dispositif pédagogique, c'est quoi? C'est un cours, c'est une UE, etc. Une formation dans son intégralité. Et l'ingénierie pédagogique, elle va le faire en optimisant l'articulation des ressources dont on dispose pour cette UE, pour cet enseignement. On va parler de ressources humaines, on va parler de ressources techniques, on va parler de ressources financières, et puis aussi de ressources logistiques. Et ça, on va le faire en fait en fonction des objectifs.
hein, de l'enseignement, les fameux acquis d'apprentissage qu'on vise pour les étudiants, du public que l'on a, des contraintes et puis des ressources du projet. Donc, l'ingénierie pédagogique, elle va concerner vraiment les pratiques pédagogiques elles-mêmes. Je dirais qu'elle arrive quand on se pose la question, qu'est-ce que les étudiants vont faire pour apprendre dans cette partie-là du cours, sur ce chapitre-là, plutôt qu'une question qui est plus habituelle peut-être, qui est qu'est-ce que je vais enseigner ? Et en fait, l'ingénierie pédagogique, c'est une approche de l'action qui est méthodique, rationnelle, progressive. Et donc, comme dans chaque étape, on a une situation de départ, un diagnostic, on a une définition, une structuration des activités, on a le choix et l'organisation des outils et des supports. Et c'est là qu'interviennent, par exemple, toute la question de l'hybridation des outils numériques ou pas numériques, etc. Et puis, n'oublions pas que l'ingénierie pédagogique, elle va aussi, bien sûr, jusqu'à la conduite de l'enseignement, mais aussi l'évaluation qu'en fait l'enseignant ou l'enseignante afin d'en réguler le fonctionnement. Alors, on pourrait quand même dire une chose, hein, c'est que certes c'est un modèle, et d'ailleurs ça pose la question de rassembler des termes comme l'éducatif et l'ingénierie, hein, le pédagogique et l'ingénierie, qui peuvent être quand même un peu dans des milieux différents, mais il s'agit en fait d'une posture d'application, mais qui est ouverte en adéquation bien sûr avec le dispositif et son environnement. On va parler d'une ingénierie qui va être systémique ou agile, etc. Et je dirais qu'en gros, pour terminer, hein, le besoin d'ingénierie pédagogique, il devient nécessaire quand la pédagogie se fait autre. Et le autre pouvant être le constat de l'hétérogénéité des publics, de leur massification, mais quand elle utilise cette pédagogie des équipements sophistiqués, quand elle intègre de multiples intervenants dans une équipe pédagogique, quand il faut coordonner, quand elle exploite des situations d'apprentissage multiples, alternance, individualisation, formation multimodale, bimodale, hybride, pédagogie du projet, approche compétences, etc. Donc voilà en fait hein, ce qu'on peut dire brièvement sur de quoi on parle quand on parle d'ingénierie pédagogique. D'accord. Merci pour cette introduction. Vous l'avez dit, une ingénierie pédagogique liée à son environnement. On sait que l'environnement a été bouleversé cette année passée. La crise a modifié les pratiques pédagogiques, mais on peut aussi se demander si elle a modifié justement la vision sur leur propre pédagogie. Cette crise, on a constaté, pour l'instant, a plutôt entraîné une baisse de la réussite académique des étudiants. On peut également, du coup, se demander comment inverser cette tendance et justement capitaliser sur l'expérience acquise des équipes pédagogiques et sur cette nouvelle vision que peuvent avoir les enseignants sur leur pratique. François Germinet, vous, à CY Cergy Université, vous m'avez indiqué lors de la préparation de cet entretien que oui, il y avait des modifications dans la vision des enseignants sur leur pratique, mais que pour l'instant, il fallait du temps et un peu de temps, puisqu'on est encore au cœur de la crise, mais qu'à terme, il y aurait évidemment un retour d'expérience et une réflexion qui serait menée sur ces nouvelles pratiques pédagogiques et sur cette réflexion sur les enseignements. Oui, effectivement, là, on est dans le cœur de la crise, personne n'en peut plus, ni les étudiants qui sont vraiment en grande difficulté, ni les professeurs qui parfois en ont plus que ras-le-bol du distanciel. C'est la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire la situation actuelle est subie et non pas choisie, et on peut pas faire de l'innovation pédagogique subie. Ça, voilà. Néanmoins, cette crise-là a permis à beaucoup de professeurs de tester des dispositifs, certains qui fonctionnent, certains qui fonctionnent pas. Ça a donné des idées. Et il sera temps, je pense, au moment du printemps, de commencer à faire des bilans de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. On essaiera de le faire au niveau de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU, la conférence des présidents d'université, également pour que entre établissements on puisse échanger sur ce sujet-là. Après, je rejoins ce que Joël disait, c'est-à-dire que l'ingénierie pédagogique n'est pas
forcément technologique. C'est d'abord un chemin sur la voie de la pédagogie et de l'accompagnement des étudiants. On peut faire des choses très bien, d'abord dans son cours en présentiel, on peut revoir une manière d'aborder les concepts et les apprentissages des concepts sans forcément de technologie. On peut faire de l'innovation pédagogique avec simplement un groupe par mail ou par WhatsApp et faire des choses. Mais bien sûr, là, tout ce que l'on peut aussi développer avec les universités numériques, avec l'usage de ressources, avec France Université Numérique, et puis avec les modes de vision, permettent d'étoffer les outils qui sont à la disposition de chacune et de chacun pour revoir les cours. Un élément, et puis je termine là-dessus pour vous redonner la parole, un élément qui me paraît moteur dans la manière dont les cours se transforment petit à petit, c'est la notion de compétence. Le fait que finalement on passe d'unité de formation, on passe de programmes disciplinaires, programmes de connaissances à acquérir, à des compétences qui sont parfois une manière environnée d'évoquer des connaissances acquises. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à la manière dont on les maîtrise, la manière dont on dont on met à profit ces connaissances avec d'autres. Eh bien, le fait que de plus en plus on bascule vers la compétence amène des postures pédagogiques qui sont différentes, des réflexions pédagogiques qui sont différentes et qui sont de nature du coup à faire évoluer le système globalement. Tester des dispositifs, avoir une réflexion renouvelée sur cette notion de compétence. C'est des choses que vous avez également évoquées avec vous, Pascal Brand-Pomarès. À l'INSPE d'Aix-Marseille, vous m'avez dit que justement cette crise a permis aussi à certains enseignants de s'intégrer pleinement dans une démarche d'ingénierie pédagogique. Ça a lancé des réflexions à ce sujet. Oui, bien sûr. Et peut-être que ce qui est le plus important, c'est de remettre l'enseignant au cœur justement de l'ingénierie pédagogique, parce que, in fine, et ça a été dit, et je souscris absolument à ce qui vient d'être dit par les deux intervenants, l'ingénierie pédagogique, c'est une idée de projet pédagogique, donc d'objectifs pédagogiques qui peuvent être d'apprentissage ou de développement de compétences. Et, in fine, c'est bien l'enseignant qui en définitive, met en œuvre le dispositif global, et c'est donc à l'enseignant de pouvoir être maître d'œuvre de ce qu'il décide et de ce qu'il peut mettre en place au bénéfice de la réussite des étudiants et donc de l'apprentissage et du développement des compétences. Et j'aurais envie de dire que comme pour n'importe quelle pratique, mais c'est encore plus vrai pour la pédagogie, l'analyse occupe une part très importante du dispositif, et que, comme en ingénierie, dans d'autres milieux, on parle de conception orientée usager ou de conception continuée dans l'usage, c'est éminemment important pour la pédagogie, parce que c'est à l'enseignant qu'il revient de mettre en œuvre cet enseignement et donc sa pédagogie. En même temps, ce qui apparaît, c'est que ça ne se fait plus seul et ça nécessite une assistance. Alors, on est bien sûr dans un contexte qui est contraint, subi, qui montre ses limites, et tout le monde les a atteints, je dirais, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Il faudra effectivement tirer des enseignements de la crise, mais on peut se dire d'ores et déjà que le tout à distance, le distanciel qui est mis en œuvre aujourd'hui montre toutes les limites, mais il montre aussi ce qui est possible de faire. Et je mettrai l'accent sur cette nécessité d'analyser la pratique pour mettre en évidence les activités qui sont utiles pour que les étudiants développent leurs compétences, leurs apprentissages. Et ça, c'est une réflexion qui a été menée peut-être au début plus
premier confinement et on a vu se développer un nombre de cours sur la plateforme Amétis d'Aix-Marseille Université et se développer aussi des activités de type questionnaire, et on sait à quel point la question est importante en pédagogie et de manière extrêmement importante. Donc, des activités qui sont en lien avec l'apprentissage des savoirs en jeu et aussi l'accompagnement, accompagnement qui peut se faire à distance ou en présentiel, mais qui est absolument nécessaire. Et la conjonction de ces deux aspects d'accompagnement et de choix des activités relève vraiment des enseignants, parce que ce sont eux qui sont au plus près de ce qu'ils veulent que les étudiants puissent apprendre. Donc, je pense que mettre les enseignants au cœur de l'ingénierie pédagogique, avec un travail, je pense qu'on y reviendra, avec des ingénieurs pédagogiques, là on voit à quel point pendant cette période, le CIPE d'Aix-Marseille Université a été sollicité par les enseignants pour être accompagnés, et cet accompagnement, je pense, procède déjà d'ingénierie collaborative. Il me semble être une bonne voie. Philippe Lal, on vient de l'indiquer, cette période a montré les limites du distanciel. D'un autre côté, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça a montré justement la plus-value du présentiel. Est-ce que ça a aussi intégré dans la conception de l'enseignement par les enseignants, la manière d'aménager ces temps privilégiés de présentiel? Est-ce que ça a renouvelé, ça a pu donner des idées et a pu renouveler la conception de ces enseignements en présentiel? Alors bon, ça je pense qu'on le verra effectivement sur le long terme, hein, comme le disait François Germinet, voilà, les choses on va faire les bilans au sein des équipes pédagogiques, mais effectivement, je crois qu'il y a vraiment deux aspects. On a tous envie de revenir sur ce présentiel, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, parce que pour nous enseignants, on a besoin de voir les étudiants, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, on fait surtout cours ou télé face à des caméras éteintes. Or, tout ce qui passe par le visuel, hein, les moments où ça décroche, on ne comprend pas, on en a besoin. De même, les étudiants ont aussi besoin, dans leur facteur de réussite, de ces interactions sociales et puis ces interactions dans l'apprentissage. Hein, voilà, la question de la réussite étudiante, elle est dans le titre de cette intervention. Donc, il y a aussi besoin de cette collectivité qui participe. C'est pas seulement la qualité de l'enseignement, de l'enseignant qui va jouer dans la réussite. Et puis, en même temps, on s'aperçoit quand même que ce présentiel qu'on faisait habituellement, on pourrait peut-être, lors d'une phase de retour, mieux l'utiliser. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui passent à distance, il y a des choses qui passent moins bien. Et dans ce qui passe à distance, typiquement, quand vous faites de la classe inversée, bon, moi j'avais l'habitude d'en faire depuis des années, on voit très bien quand on fait de la classe inversée, il y a des activités qui peuvent se faire en dehors et on utilise mieux le temps du présentiel. C'est ça le principe de la classe inversée. Alors ensuite, c'était lancé dans ce type de démarche, plutôt des gens qui étaient sensibilisés à ça, qui avaient envie. Je pense que le retour au présentiel qui se fera, il y aura plus de collègues qui auront envie de tester des choses comme ça et de se dire, voilà, ce temps que j'ai la chance d'avoir avec les étudiants, on va essayer de mieux l'utiliser. Mais je voudrais quand même insister sur la notion d'équipe pédagogique, parce que, bon, je vous prends un exemple, on pourra en prendre d'autres, mais si on prend celui de la classe inversée, c'est quelque chose qui va demander plus de travail aux étudiants, on le sait, hein, c'est bien documenté. Donc, si ceci se fait de manière non coordonnée au sein des équipes pédagogiques, on voit bien qu'on peut avoir des étudiants qui, à un moment, vont être totalement surchargés de travail s'il n'y a pas cette construction en commun, ce qui est vraiment de l'ingénierie pédagogique, hein, cette construction en commun de qui va faire quoi à quel moment et dans quel but. Donc voilà, c'est cette question de l'équipe pédagogique qui n'a peut-être pas encore été tout à fait abordée, bien que Madame Brand-Pomarès en avait parlé au travers des ingénieurs pédagogiques, des accompagnants pédagogiques. Mais voilà, moi je voulais replacer la réflexion entre collègues. Et c'est vrai que ces équipes pédagogiques, en ce moment, elles ont été, alors je pense, mises à mal, mais ça va dépendre quand même des situations.
il y a des moments où peut-être l'équipe pédagogique n'était pas très bien constituée et où là, cette situation de crise a fait que chacun a plutôt eu tendance à se refermer sur lui et à gérer le quotidien comme il pouvait. Et puis, je connais aussi des situations où cette équipe pédagogique existait et au contraire, peut-être ça a été le moment de créer plus de liens. Donc, je crois qu'on a vraiment des situations assez différentes. Et puis, François Germinet a évoqué la question des compétences et voilà, on parle beaucoup de l'enseignement aujourd'hui, mais ce qui a posé peut-être le plus de problèmes, justement, c'est l'évaluation et comment évaluer à distance des compétences, comment transposer des choses qu'on arrivait peut-être parfois à faire et là qu'on se trouvait devoir faire à distance, des examens à distance. Peut-être ça a été le point le plus problématique dans cette crise. Et parmi ce qui va changer, je pense qu'il peut changer en positif, c'est justement de se dire, ben voilà, on a été obligé d'adapter nos évaluations, on a fait des choses qui étaient peut-être plus intelligentes, plus pertinentes, différentes, qu'on ne faisait pas avant. Et ça, peut-être, ça va pouvoir rester. On va se poser cette question plus de l'évaluation. Qu'est-ce que j'évalue? Est-ce que je fais juste de la restitution mnésique au travers de mes examens? Ou est-ce que vraiment je crée des formes d'évaluation qui vont permettre de tester plus les compétences? Ça, c'est vraiment une question qui a été soulevée souvent, parce qu'on s'est dit, oh là là, mais les étudiants ont accès à tout sur Internet, ils ont leurs cours à côté d'eux, ils peuvent même travailler ensemble sans que je le sache et me rendre un devoir qui est plutôt un devoir commun. Comment je gère ça? Et en fait, comment on peut gérer ça? C'est en réinterrogeant complètement la notion de ce qu'on veut transmettre. Donc, c'est vraiment de l'ingénierie pédagogique, ça peut être de l'approche par compétences, si on veut s'engager dans cette voie-là. Donc, voilà, plein de questions, je pense, qui vont être réinterrogées dans les mois qui viennent, là, comme le disait François Germinet tout à l'heure. La notion d'équipe pédagogique, on l'indiquait ensemble, Joël de Mougeot-Lebel, lorsqu'on préparait ce webinaire. Vous me disiez que certains enseignants sont dans une démarche d'ingénierie pédagogique, mais parfois isolés, et c'est bien sûr plus compliqué et parfois peut-être vain de mettre en place ce genre de réflexion lorsqu'on est seul dans une équipe pédagogique, puisqu'il faut souvent une vision à l'échelle justement de cette équipe et de tous ces enseignements pour construire un continuum. Donc il y a ce premier point. J'aurais également souhaité vous entendre sur la place, en tout cas le lien entre ingénieur pédagogique et enseignant-chercheur. Il y a par exemple Merlin Lamago de l'Université de Bordeaux dans les questions qui nous demande comment accompagner les enseignants sans prendre leur place où leur rôle est réciproquement, d'un point de vue d'un ingénieur pédagogique. Quel est votre vue sur ces deux points? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Pardon, j'avais oublié que mon micro était éteint. Pour reprendre vos deux questions, je vais reprendre la dernière autour de la place de l'ingénieur pédagogique, des fonctions. L'ingénierie pédagogique, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Ce n'est pas une affaire de l'ingénieur pédagogique fait et presque quelque part dessaisit l'enseignant de son enseignement. C'est absolument pas ça. L'ingénierie pédagogique, c'est une démarche. On va dire que certains ils sont plus formés aujourd'hui que d'autres. Pour autant, on pourrait parler, là on parle d'ingénieur pédagogique, d'une fonction qui pose des questions aussi importantes en France. Les ingénieurs pédagogiques, ça semble être franco-français, puisque nos collègues d'autres pays francophones, je pense aux Belges, je pense aux Québécois, aux Suisses, n'ont pas cette question-là. Mais l'ingénierie pédagogique, chez nous, est perçue plutôt d'un point de vue technique. Alors, cette perception trouve son histoire, j'allais dire, dans les campus numériques de l'an 2000, au tournant des années 2000, où il y a eu en fait des plans de mise en place numérique et où les ingénieurs pédagogiques étaient plutôt recrutés à ce moment-là chez des gens qui venaient effectivement du numérique, du multimédia. Aujourd'hui, on va plutôt parler, enfin moi j'aime plutôt à parler des accompagnateurs pédagogiques, et on va y mettre aussi bien des gens qui auraient plus une expertise, j'allais dire d'un point de vue technologique, et puis des gens, les conseillers pédagogiques par exemple, qui auraient plus une expertise du côté pédagogique. C'est difficile de trancher les choses comme ça, parce qu'on pourrait encore y ajouter une troisième couche dont on n'a pas parlé ici, et qui souvent d'ailleurs ne se revendique pas comme ingénieur ou accompagnant pédagogique, qui sont les gens qui sont spécialisés dans l'évaluation des enseignements et des formations.
On a créé, nous, à l'Université de Bourgogne, le CIPE il y a déjà plus de 15 ans. Et ce CIPE, sur la partie évaluation, c'était bien une évaluation des enseignements qui visait à fournir aux enseignants des données, des informations, des connaissances sur leurs enseignements qu'ils n'avaient pas. Et il ne s'agissait pas à ce moment-là de dire aux enseignants et de poser des questions du type aux étudiants aimez-vous le cours, aimez-vous le prof ou je ne sais quoi, comme l'imaginaire a pu s'emballer à un moment donné et le penser. Les questions qu'on pose dans ce cadre-là sont des questions du type avez-vous compris les objectifs d'apprentissage du cours? Pensiez-vous avoir le bagage nécessaire pour réussir? Allez-vous travailler à la bibliothèque, etc. Et ça, ce sont des informations qui sont utiles aux enseignants. Donc, quand on parle d'ingénierie pédagogique, on parle de tout ça. On parle d'un recours aux outils, et là, on se dit peut-être plutôt les ingénieurs pédagogiques, d'un recours au modèle, au modèle pédagogique et d'un recours en fait à la récolte de données autour de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Et donc tout ça nourrit la réflexion de l'enseignant. Mais c'est la pluralité de ces acteurs qui peuvent intervenir dans l'ingénierie pédagogique. Tout à l'heure, Philippe disait, en fait, l'ingénierie pédagogique, il y a plusieurs niveaux. Peut-être que ce n'est pas suffisant au niveau de l'enseignant, mais la force de l'ingénierie pédagogique, c'est qu'elle va pouvoir intervenir à la fois au niveau micro, c'est-à-dire un enseignant dans son enseignement. Un des modèles classiques en ingénierie pédagogique, c'est le modèle de la triple concordance ou de l'alignement pédagogique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dit, mais finalement, qu'est-ce que moi, enseignant, je veux que mes étudiants sachent faire à la fin? Là, on définit des objectifs d'apprentissage. Quels outils je vais pouvoir mettre en œuvre pour rebondir sur l'évaluation, pour que les étudiants m'apportent des preuves d'apprentissage, des choses qui me montreront qu'ils comprennent, qu'ils savent faire, qu'ils savent dire, qu'ils savent expliquer, qu'ils savent analyser, et quelle méthode, du coup, j'utilise dans mes enseignements pour les conduire à ça. Alors, quand on avait discuté, j'avais pris mon célèbre exemple de faire du vélo. C'est-à-dire que l'ingénierie pédagogique, c'est travailler à définir ce qu'on veut que les étudiants sachent faire, par exemple se déplacer à un point A à un point B en vélo, de comment on va mettre en place des pratiques d'enseignement pour le faire, c'est-à-dire on peut certes parler des éléments qui composent un vélo, on peut certes parler de l'histoire du vélo de la drésine à 9 jours, on peut certes parler physique et force centripète, force centrifuge, pour autant, est-ce qu'au moment de l'évaluation, on peut demander aux étudiants de se déplacer du point A au point B sur un vélo? Non, à minima, on peut leur demander ce qu'on a proposé dans l'enseignement. Donc je sais que cet exemple est caricatural, mais enfin il a l'avantage de parler à tout le monde et dans tous les contextes. Et donc ça amène la question l'ingénierie pédagogique, elle intervient déjà là. Mais elle va intervenir aussi plus largement dans des équipes pédagogiques. Elle va intervenir aussi dans des questions sur comment mon cours s'articule dans la formation avec le cours des collègues. Philippe parlait tout à l'heure de notion d'équipe pédagogique. Elle est là aussi, l'ingénierie pédagogique, dans la notion d'équipe pédagogique. Finalement, je dirais que c'est pas un modèle applicable par des spécialistes quels qu'ils soient. C'est un modèle utilisable par de nombreux acteurs de l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. Ça, c'était, je crois, la réponse, les éléments que je pouvais apporter sur la question, sur votre deuxième question. Par contre, évidemment, j'ai oublié la première question. Eh bien, je suis en train également de l'oublier. Alors, c'est qu'elle n'était pas importante. Le rapport entre ingénieur pédagogique et non, c'était le fait d'être seul et de s'inscrire dans une. Si vous y avez répondu, s'inscrire dans une équipe pédagogique et parfois être un peu au milieu du désert pédagogique sur ces questions. Peut-être revenir également sur l'effet de la crise, quelque chose que j'ai discuté avec chacun d'entre vous sur un effet un peu retour de bâton et traumatisme entre guillemets de cette crise sur les équipes pédagogiques, avec finalement le souhait d'un retour à la normale et dans des pratiques qui étaient pré-crise.
et parfois aussi le sentiment d'une injonction à repenser leurs enseignements. Vous, François Germinet, est-ce que vous constatez que dans vos équipes pédagogiques au sein de CY, il y a ce désir de retour en présentiel? Est-ce que, au fond, on pourra avoir un retour comme avant sur le plan de la pédagogie? Écoutez, on verra. Hein. Enfin, à nouveau, c'est trop tôt pour voir ça. On a aussi des profs qui, disons-le, ont pris le goût d'enseigner depuis chez eux. Il y en a qui veulent absolument revenir. Il y en a qui sont pas si pressés que ça de revenir. Je peux pas vous donner la proportion, mais en tout cas, le fait que chacune et chacun ait fait des tests avec des technologies qu'on n'utilisait pas avant, ça peut être de la captation mobile très légère, ça peut être de la visio depuis chez soi, va forcément changer les choses dans une partie de la population. Ça peut aussi, par exemple, dans les filières professionnelles, faciliter l'accès à des professionnels qui n'ont pas forcément envie, soit qui sont à l'autre bout du territoire et qu'on ne va pas faire déplacer par le train pour venir enseigner 3 heures à des étudiants d'une licence pro ou d'un master pro. Donc, on peut avoir dans des filières professionnelles par des intervenants très spécifiques sur des niches, du coup, l'usage de la visio. Mais voilà, mais ça recouvre pas, c'est plutôt l'aspect technologique de faire cours. C'est moins lié à ce que je pense que vous essayez d'évoquer dans cette table ronde, qui est quelle transformation de la pédagogie, quelle transformation de fond dans la pédagogie. On a, ça a été dit dans le chat, une défiance des professeurs vis-à-vis d'équipes pédagogiques qui n'auraient pas la légitimité pour venir épauler ou conseiller un grand professeur d'université, un maître de conférence, qui est censé être omniscient dans sa fonction de pédagogue, alors même qu'on n'a jamais appris à être pédagogue, on a juste appris à faire de la recherche, et puis on a appris, et puis on a fait cours en apprenant sur le tas, c'est quand même comme ça. Et il y a ceux que ça passionne et qui vont réfléchir, et ceux qui sont pressés de retourner à leur recherche, et on les comprend. Donc, ce que cette crise a permis, en tout cas moi je l'ai vu dans mon établissement, c'est un petit peu, c'est pas massif, mais un petit peu, de mettre les équipes pédagogiques au centre, le centre de ressources pédagogiques un peu plus au centre, parce que ils ont pu, au moment de la crise, se rendre utiles, montrer à toute la communauté qu'ils étaient utiles. Ils ont fait des séminaires, des webinaires qui montraient qui indiquait voilà les outils disponibles, comment s'en servir, faire des tutos, etc. Donc ça, c'était l'apport technologique, mais aussi ils ont permis ils ont offert leur service à un certain nombre de professeurs pour repenser leur pédagogie à partir de ces outils à distance, et donc du coup voilà, ils se rendent utiles, et les profs commencent à pousser la porte. Le dernier élément que je voulais indiquer, je reviens sur ce qui a été dit avant, et puis par exemple sur le vélo du point A au point B, à un moment donné, il faut pratiquer. Et donc le passage connaissance vers compétence recouvre aussi cette notion de pratique, et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de démarches par le projet qui se mettent en œuvre. Il est intéressant de regarder en ce moment ce que font les IUT dans le passage du DUT en bachelor universitaire de technologie, parce qu'ils font deux choses. D'une part, ils transforment vraiment tout en compétences, et là c'est plus des UE académiques classiques, on est vraiment sur la compétence et comment est-ce que au fil des années j'acquiers la compétence, compétence 1, 2, 3, etc. Et puis, ils inscrivent la démarche par le projet au cœur de la pédagogie, et donc ils vivent cette réforme comme une transformation pédagogique. C'est aussi des choses qu'on vit dans les INSPE, et plus le futur métier, plus le futur concours de professeurs d'école et d'enseignants se base sur la pratique pédagogique et l'acquisition du métier et la pratique du métier, plus on sera heureux. On n'est pas complètement rassuré encore là-dessus. Et en tout cas, voilà, la pratique
le fait de pratiquer, le fait de mettre en projet, de pouvoir mobiliser ses connaissances en fonction, par exemple, des enjeux de la transition aussi, transition climatique, transition digitale, transition sociétale, etc. Donc, de mobiliser ses connaissances en fonction des enjeux dans le cadre de projets pour mettre en pratique, c'est quelque chose qui, je pense, est en train de bouger. Et là, les équipes pédagogiques, par des séminaires, par des webinaires, par des accompagnements, vont se rendre utiles. Et dernier petit point là-dessus, on a commencé à intégrer chez nous dans nos équipes à CRJ, non pas uniquement des ingénieurs pédagogiques technologiques, mais des designers, c'est-à-dire des gens qui deviennent ingénieurs designers, en appui aux profs pour pouvoir repenser, redesigner en bon français les approches pédagogiques. Vous l'avez tous évoqué, cette crise a développé, en tout cas à modifier les liens entre équipe pédagogique et ingénieur pédagogique. C'est quelque chose également que vous avez constaté, vous me le disiez Pascal Brand-Pomarès, au sein d'Aix-Marseille Université, également au sein de votre INSPE. Sur toutes ces pratiques pédagogiques et cette ingénierie pédagogique, la crise a montré que des choses étaient possibles pour certains enseignants peut-être réfractaires, avec cet effet, ou plus réfractaires, et à créer du lien avec les centres d'ingénierie pédagogique. Oui, tout à fait. On apprend en contexte et en s'adaptant aux situations, et je crois que les enseignants ont fait grande preuve d'adaptation dans cette situation. Bien sûr, je le disais, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, avec les ingénieurs, accompagnateurs pédagogiques du CIPE, et la pédagogie du supérieur est développée dans de nombreuses universités, et ce type de centres d'innovation pédagogique d'évaluation ou de services d'appui à la pédagogie a pu montrer tout son intérêt. Mais autant ça a pu justement, dans un contexte subi, montrer ce qu'il était possible de faire, mais ça a aussi montré les limites. Et vous parliez d'effet retour de bâton, il ne faudrait pas justement que c'est l'avenir qui nous le dira, mais qui est d'une certaine manière un revue de tout ce qui peut être fait à distance. Je ne le pense pas, parce que potentiellement, ça a pu montrer aussi comment les outils pouvaient apporter une aide aux enseignants. Et je pense que les technologies se sont développées dans l'humanité sur ce principe-là. Donc, il y aura certainement des effets bénéfiques sur cette adaptation et cet intérêt des outils pour faire des choses qu'on ne peut pas faire ou qui sont pénibles à faire et qui peuvent être prises en charge par les outils, et qui peuvent améliorer la pédagogie. Je pense que l'ingénierie pédagogique pose plus largement le problème de la formation, mais aussi de ce qu'on appelle l'innovation pédagogique. Et en pédagogie, quand on parle d'innovation, ce qui est le plus important, c'est de se poser la question au bénéfice de qui et de quoi. Et donc, c'est bien la question des apprentissages qui sont en jeu, des apprentissages situés, des compétences. Et donc ça, c'est très important parce que du coup, c'est ce qu'il faut envisager comme amélioration, comme potentiel de développement grâce aux outils de ce qu'on peut faire en matière de pédagogie. Et je pense que là, du coup, l'analyse que les enseignants peuvent faire, et c'est en formation un puissant levier, ça permet de se poser des questions de ce qu'on demande aux étudiants de faire. Est-ce qu'on leur demande comme ça a été dit par Philippe Lalle, simplement de restituer des connaissances livresques, ou est-ce qu'on leur demande de réfléchir, d'agencer, de montrer ce qu'ils ont compris, pour le dire de manière un peu caricaturale? Mais c'est bien ces questions d'activité qu'on demande aux étudiants qui sont en jeu. Et cette réflexion, je pense que quelque part, le bénéfice de la situation permet de poser ces questions-là et
de se recentrer sur pourquoi il faudrait modifier sa pédagogie, pourquoi il faudrait transformer les pratiques pédagogiques. Il y a un tas de raisons contextuelles qui ont montré qu'il fallait le faire pour s'adapter, mais beaucoup plus largement et sur le long terme, on peut se dire que ça a du sens. Et dans le chat, il m'a semblé le voir apparaître, de se poser la question d'enseigner dans un amphithéâtre avec plusieurs centaines d'étudiants. Est-ce que finalement, quand on est à distance et derrière un outil de visioconférence, on fait mieux, moins bien? On peut se poser la question, c'est ça. Ça mérite d'être interrogé. Deux questions du chat sur justement cette évaluation des étudiants à distance durant cette crise. Là, je m'adresse à vous quatre et puis si vous souhaitez répondre. D'abord, une première question d'Alexandra Bignavat, je suis désolé si j'écorche le prénom et nom de la DGCIP. Pour toutes les compétences développées par les étudiants en termes de crise, en temps de crise, pardon, que pensez-vous de la valorisation des compétences informelles par le biais d'Open Badge? Donc, comment, on réfléchit à des validations de compétences différentes et en plus appliquées aux compétences acquises durant cette crise, s'il y en a. Et une deuxième question de Théo Aberbuch, directeur de la rédaction de Newsstand, que je salue, sur les évaluations à distance. Est-ce que les anglo-saxons communiquent beaucoup sur le sujet de la fraude et de la triche induite par ces difficultés d'évaluation? Où en est-on en France? Et est-ce que on arrive à repenser justement cette validation de compétences et plus uniquement de connaissances, et donc à concevoir des évaluations différentes où, au fond, la triche ou la fraude est moins permise, puisque on vient valider des compétences. Peut-être là, Joël, oui, si vous voulez, allez-y. Oui, par rapport à la dernière question, alors il y a plusieurs choses. Hein. La triche aux examens, ça a été une question saillante, violente, etc. au premier confinement, puisqu'on avait des méthodes d'enseignement qui étaient plutôt basées sur le magistral et que, en fait, ce qu'on avait l'habitude de faire au moment d'évaluation, ça pouvait être très divers, hein, très varié, mais j'allais dire que ça s'inscrivait dans un continuum qui va de redites-moi ce que j'ai dit, donc évaluation de connaissances, ou faites-moi la démonstration à travers un projet, à travers un objet technique, à travers un objet pensé de votre capacité à analyser telle chose, tel travail, ou à créer quelque chose de nouveau. Et en fait, je crois que la question, elle est là. C'est-à-dire que selon ce qu'on cherche à évaluer, mais en fait, on va, bien sûr, sans s'en rendre compte, mais on va se rendre compte violemment, au moment de l'évaluation à distance, que, en fait, la triche est possible. La triche n'a pas été inventée avec le confinement, mais simplement, effectivement, quand on dit à des étudiants des examens de type, je vais faire très bête, mais si je demande à mes étudiants de me raconter l'histoire du vélo de la Drésine à nos jours, effectivement, j'ai toutes les chances qu'ils trouvent bien mieux des textes qui vont expliquer tout ça. Si effectivement je reprends l'idée d'aller du point A au point B en vélo, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Hein. Alors ça pose des questions, je dirais, moi, peut-être compétence, c'est peut-être aller très loin, même si c'est ça qui est sous-jacent, mais la question du niveau de ce qu'on évalue. Mais c'est comme le niveau de ce qu'on enseigne. On sait depuis longtemps qu'on peut évaluer des choses, et que d'ailleurs c'est une des définitions de l'apprentissage, hein, la profondeur d'apprentissage, c'est qu'on peut apprendre quelque chose en sachant que ça existe, on peut avoir appris quelque chose en se disant non seulement je sais que ça existe, mais je peux l'appliquer dans des cas donnés, je peux être capable d'analyser les avantages ou les inconvénients, ou je peux être capable, sur la base d'un document qui est le bilan comptable d'une entreprise, être capable de dire où sont les problèmes, de faire ce bilan, de dire où sont les problèmes, et de dire en fait ce que moi je proposerais pour améliorer les problèmes, régler les problèmes de l'entreprise. C'est pas du tout la même chose, donc ça nous donne pas du tout la même tâche d'apprentissage, ça n'utilise pas le même outil, et c'est bien plus difficile, je dirais, de tricher dans le dernier cas que dans le premier. Donc, on disait les anglo-saxons se penchent sur la triche et le plagiat. Alors, je ne vais pas faire une généralité en disant les anglo-saxons font, mais on va trouver plus souvent, sans doute, peut-être que chez nous,
ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez nous, des procédures et des tâches d'évaluation qui sont ce qu'on appelle plus complexes, c'est-à-dire qui ne vont pas être dans la restitution, l'application simple, etc. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas les enseignants ont tort. Je dis, on fait aussi, on parlait tout à l'heure de variables contextuelles, on fait aussi en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire. Quand vous avez un amphi de 500 étudiants, est-ce que ça nous paraît possible? Et oui, c'est en grande partie possible, mais est-ce que ça nous paraît possible de prime abord de pouvoir les mettre sur un vélo pour qu'ils se déplacent tous du point A au point B? Est-ce qu'il y a des évaluations intermédiaires qui nous permettraient de leur faire regarder une vidéo et de les faire pointer qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, pourquoi le vélo se déplace ou se déplace pas, quelles en sont les forces, les faiblesses, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a des difficultés qui sont liées à l'outil, et ça c'est vraiment contextuel, et à la distance pour évaluer des choses qu'on savait facilement évaluer, des savoirs, des applications, et la difficulté est là. Mais ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, c'est une évolution, pardon, les mots sont proches, qui est brutale et quasi intégrale, parce qu'en fait, ça affecte à la fois un objet, une population, un système, et puis du coup, la pensée, et puis les comportements en rapport. Et quand je parle des comportements en rapport, je pense par exemple que nous étions tous à la recherche, on a vu sortir au premier confinement des questions de proctoring, qu'il s'agissait de dire à l'étudiant, bon alors vous filmez partout, il n'y a personne, sous la table il n'y a personne, derrière il n'y a personne, vous n'avez pas ouvert de livre, etc. Mais je dirais que depuis longtemps, les examens à livre ouvert existent. Mais simplement, on ne demande pas à un étudiant dont on dit que c'est un examen à livre ouvert de nous raconter ce que dit le livre, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens. Hein. Et donc, ça pose des questions sur, en fait, nos évaluations. Qu'est-ce qu'elles évaluent? Est-ce qu'elles évaluent la capacité à redire, la capacité à appliquer, la capacité à expliquer, la capacité à analyser, la capacité à créer quelque chose de nouveau? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme type d'outils qui nous permettrait de recueillir ces preuves d'apprentissage-là? Et la distance, en fait, par exemple, que vous demandiez aux étudiants de vous rendre un portfolio, qu'ils le fassent de manière papier, et de toute façon, ils ne le feront pas de manière papier, mais de manière numérique, et que ce soit à distance ou en présence, rien n'a changé. Par contre, effectivement, pour faire des QCM, en fait, ça va être plus compliqué, mais on connaît depuis longtemps les avantages et les inconvénients du QCM, parce qu'il y a là aussi des avantages et des inconvénients. Sur la question des compétences informelles, des soft skills en lien avec la crise et avec cette période, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce que vous avez constaté ces réflexions, Monsieur Lal, sur ces sujets, ou en tout cas comment on évalue ces compétences, et que ce soit peut-être du point de vue des étudiants et aussi des enseignants? Je crois que vous venez de poser, de donner la réponse. Là, moi, délivrer un open badge, je veux bien, il n'y a aucun souci, mais à condition que ça corresponde à une compétence à tester. Donc dire, les étudiants ont développé de nouvelles compétences pendant la crise, oui, peut-être, mais lesquelles? Donc, est-ce qu'on est capable de dire lesquelles? Est-ce qu'on est capable d'évaluer lesquelles? Donc, dans ces conditions-là, oui, on peut envisager de délivrer des open badges. Mais si c'est juste délivrer un open badge comme étant une image, mais qui ne correspondent pas à derrière des compétences à tester, qui sont écrites dans le badge, dans le code du badge, voilà, ça n'aurait pas d'effet. Donc, voilà. Si on sait ce qu'on va évaluer et comment on l'évalue, ok, on peut délivrer un open badge. Voilà une réponse rapide. Pour revenir avec vous sur l'accompagnement et à l'ingénierie pédagogique et peut-être la formation des enseignants-chercheurs à la pédagogie et à l'ingénierie pédagogique, vous êtes à la DGCIP, vous avez participé à construire ce cadre notamment de formation des maîtres de conférences. Vous me disiez notamment, et François Germinet disait également, constatait que désormais les outils sont à disposition des établissements, et qu'au fond, ce n'est plus vraiment une question de moyens, puisque, enfin aussi, mais en tout cas dans la formation des enseignants-chercheurs, les outils sont maintenant à disposition.
Voilà, vous l'avez dit, le cadre en fait était posé. Juste pour faire un tout petit rappel historique, depuis quand on parle vraiment de pédagogie d'enseignement supérieur, eh bien, c'est depuis qu'on a lancé les IDEFI, c'est-à-dire c'est 10 ans, c'est pas plus que ça. Mais déjà, les IDEFI ont été le début d'une dynamique parce que dans les IDEFI, on a commencé à vraiment se poser la question de la pédagogie, à recruter des assistants pédagogiques, des ingénieurs, des conseillers pédagogiques. Donc c'est une histoire qui est assez brève, mais qui a évolué extrêmement vite. Parce que certes, il y avait des établissements pionniers qui faisaient de la formation des nouveaux enseignants-chercheurs. Moi, je suis dans un établissement où je crois que la première formation des nouveaux enseignants-chercheurs a été faite mise en place en 2002 ou 2003. Je ne vais pas rechercher précisément pour aujourd'hui, mais vous voyez que finalement, ça fait presque 20 ans. Et c'est seulement il y a 3 ans qui est devenu obligatoire, par un décret, est devenu systématique la formation des nouveaux maîtres de conférences. Donc ça, c'est effectivement le cadre qu'on a posé, mais finalement, ce cadre, il s'inspire aussi de choses qui existaient dans quelques établissements, pas très nombreux, mais voilà, qui existaient. Donc le mouvement était quand même venu aussi de la base des établissements, de la demande des collègues. Et puis on a mis en place, parce que certes, il y a 3 ans, tous les établissements n'étaient pas en état de pouvoir mettre en place, j'allais dire du jour au lendemain, une formation bien constituée. On a mis en place le MOOC se former pour enseigner dans le supérieur il y a 4 ans, qui est un MOOC sur lequel les établissements peuvent s'appuyer ou peuvent ne pas s'appuyer. Mais quand ils s'appuient dessus, ils font des choses tout à fait, moi je trouve, remarquables, pertinentes, parce que le MOOC a été conçu comme ça, chaque thème est développé tous les 15 jours. 15 jours, c'est un délai inhabituel, peut-être entre 2 sessions de thèmes d'un MOOC, mais qu'on a conçu pour que les établissements qui souhaitaient puissent mettre des activités relais. Souvent, c'est des cafés MOOC. On va discuter et appliquer autour du thème de la semaine du MOOC. On va s'emparer des choses, des séances animées, soit par des enseignants-chercheurs qui ont déjà un peu l'habitude, soit par des conseillers pédagogiques. Donc, voilà, il y a cet outil-là, dont on peut se saisir ou pas. Un MOOC qui évolue, d'ailleurs, parce que l'an dernier, on a rajouté un thème sur l'approche par compétences. Cette année, un thème sur la formation à distance, mais qu'on a voulu déconnecter de la question seulement de la crise. Comment on conçoit une formation à distance et pas seulement une formation dans l'urgence. Donc ça, c'est le côté formation. Donc le cadre existe. Et puis, il y a aussi un volet... il y a aussi un volet dynamique nationale qui est celui des JPES, de Journée d'innovation pédagogique de l'enseignement supérieur. Et puis, il y a un volet important qui est celui de la reconnaissance, pas seulement de la formation, mais de la reconnaissance. Alors, au niveau national, on a mis en place les prix PEPS, mais il y a aussi des prix qui existent dans des établissements. Et puis, on a mis en place le congé pour projet pédagogique, qui permet d'avoir un semestre dans lequel on va se consacrer à un projet pédagogique d'ampleur. Il a un défaut, ce congé tel qu'on l'a conçu, mais il n'y avait pas d'autres moyens, c'est qu'il concerne des individus et qui ne concerne pas des équipes. Vous voyez, je reviens à la question d'équipe parce que j'aime bien ça, mais des établissements, parfois, ont trouvé des moyens. En plus, ils se servent de l'outil national, et puis ils ont trouvé des moyens pour créer aussi des systèmes de congés qui, là, vont plus concerner une équipe. Et puis, sur quelque chose qui est d'une autre nature, c'est un échelon exceptionnel des maîtres de conférences qui a été créé pour ceux qui se sont particulièrement investis dans le volet formation dans la carrière. Donc, vous voyez, il y a un cadre global et des établissements s'en emparent, le déclinent, des fois rajoutent des choses. Je pense à des établissements qui ont mis en place des systèmes de primes de reconnaissance d'investissement pédagogique. Donc, voilà, les choses ont énormément bougé, en fait, depuis, je disais 10 ans les IDEFI, mais les choses plus récentes, ce que je viens de noter, les JPES, les congés pour projets pédagogiques, la formation systématique, tout ça, ça a moins de 5 ans. Justement, François Germidet, vous disiez tout à l'heure, nous n'avons pas appris à être pédagogue en parlant des enseignants-chercheurs. Est-ce que c'est désormais le cas, notamment à CY? Il y a une question qui revenait dans le chat, notamment d'Emmanuel Delextra de l'Université de Poitiers. Si vous pouviez en dire davantage sur ces redesigners qui viennent en appui aux enseignants et l'intégration peut-être du design thinking en bon français dans la conception des formations. Alors, je rejoins ce que disait Philippe, c'est-à-dire que les choses bougent.
ça n'a pas été inventé dans les 3 dernières années, mais ça s'est accéléré dans les années récentes. Tout le monde met en place désormais des formations pour accueillir les nouveaux enseignants-chercheurs. Il y a une partie de la formation qui concerne la prise en main des outils, parce que c'est aussi important de prendre en main l'ENT, de savoir dans quel environnement on va pouvoir échanger avec les étudiants, retrouver ces groupes, envoyer des documents, partager des choses, avoir des retours des étudiants, mettre en place des questionnaires, etc. Il y a aussi, on est tous à avoir la possibilité d'avoir des boîtiers dans les amphis ou dans les salles de TD pour poser des questions et avoir des systèmes un peu interactifs avec les étudiants et tester au fur et à mesure ceux qui le comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, ce que doit permettre et ce que font ces petits séminaires, c'est de se poser des questions. Et c'est exactement ce qu'ont dit les intervenants précédents, c'est-à-dire se demander, lorsqu'on fait passer l'examen à la fin, qu'est-ce qu'on évalue pour de vrai, et du coup, ça nous amène à repenser notre cours, parce que l'évaluation, c'est juste le point final du cours, mais c'est là où le bas a blessé dans la période de confinement, c'est-à-dire qu'on a eu des cours qui n'avaient pas été revus et il fallait mettre une évaluation à distance qui, elle, était complètement différente. Une évaluation à distance pour un cours qui a été conçu pour cela ne pose pas de problème. C'est la disjonction entre une modalité de cours et une modalité d'évaluation qui ne correspondrait pas, qui pose problème. Donc, amener tout enseignant-chercheur fraîchement nommé à se poser des questions, à avoir une attitude réflexive sur sa pratique pédagogique, est un bénéfice énorme. Et puis, chez certains, la graine sera plantée, elle va croître, chez d'autres, un peu moins. Mais du coup, il y a une dynamique d'ensemble qui se met en place. Sur le design, alors il y a une partie de design thinking, effectivement, qui est une manière d'animer des communautés des communautés d'apprenants pour faire émerger des idées, et puis voilà, donc c'est utile dans la pratique de la pédagogie par le projet. Maintenant, le design, en tout cas moi je le vois comme ça, au-delà de faire des belles chaises et des belles voitures, le sujet pour moi, c'est une méthodologie d'intégration de la complexité, au sens des Garmorins, par exemple, donc intégration des éléments de complexité dans des processus d'innovation, dans des processus de décision. Et donc, l'idée pour nous, c'était d'avoir des collègues qui ont été formés au design avec cet état d'esprit-là et qui vont pouvoir interagir avec des profs qui, en particulier, sont en train de mettre en place des pédagogies par le projet. On a par exemple des collègues à l'IUT qui étaient en train de vouloir monter des projets avec des étudiants et finalement, ils s'y prenaient, voilà, ils découvraient la pédagogie par le projet comme vous tous, comme nous tous, on découvre l'enseignement quand on est dans le bain pour la première fois, c'est-à-dire sans finalement méthode, sans comprendre exactement les tenants et les aboutissants et sans se poser les bonnes questions. Et donc permettre aux collègues de se poser les bonnes questions dans l'approche par le projet est une manière de bien poser les choses et puis de les faire avancer. Pour répondre à plusieurs questions dans le chat sur l'enregistrement de ce webinaire, bien sûr, il sera disponible de manière asynchrone, si je puis dire, sur notre site Campus Matin, qui est notre site destiné au personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est accessible, bien sûr, de manière gratuite et par tous. J'avais une question, Pascal Brand-Pomarès, sur ces formations et ces échanges entre enseignants-chercheurs. Quel rôle, selon vous, peuvent jouer les INSPE dans cette formation, en tout cas dans ces échanges et dans ces constructions, ces nouvelles visions de l'enseignement? Alors, votre micro est éteint. Je ne peux pas vous le remettre. C'est parfait. Oui, alors d'abord, les INSPE sont des composantes universitaires, hein, donc
comme les UFR et avec aussi les autres services de l'université, peuvent contribuer donc à cette formation des enseignants qui est relativement récente, effectivement, pour les enseignants-chercheurs. Mais dans les missions des INSPE, il y a la formation des enseignants, si je puis dire, de la maternelle à l'université. Donc, il me semble tout à fait judicieux de se poser cette question-là pour les enseignants-chercheurs et en particulier, je peux le dire pour AMU et l'INSPE d'Aix-Marseille, il y a une extrême porosité dans ce domaine puisque ce sont des enseignants de l'INSPE qui assurent ces formations des enseignants-chercheurs nouvellement recrutés. Et sur ce travail que peuvent faire ensemble des enseignants-chercheurs, on a des retours qui sont toujours extrêmement positifs d'analyse de pratiques qui sont menées entre pairs. Mais alors là, pendant cette période et à cause de la crise sanitaire, c'est vraiment des retours qui sont extrêmement positifs. Donc, en fait, le slogan de la formation des enseignants en France aujourd'hui, c'est quand même enseigner est un métier qui s'apprend, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et on peut se réjouir que ce soit une préoccupation depuis quelques années dans l'enseignement supérieur, et il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui se font. Et ce qui est, de mon point de vue, très important pour la formation, c'est effectivement qu'elle soit faite à l'université. Alors, il y a 32 INSPE attachés toutes à une université, mais pourquoi c'est important que ce soit que la formation des enseignants, que ce soit d'ailleurs la formation des enseignants du premier degré, du second degré ou du supérieur soit à l'université, c'est parce qu'on est quand même dans une société où le rapport au savoir s'est vraiment énormément modifié. Et on l'a vu à propos des échanges sur l'évaluation des compétences, hein, sur ce qu'on évalue justement. Et les informations qui peuvent être diffusées par les réseaux sociaux, la possibilité qu'on a de vérifier, ou pas d'ailleurs, mais d'avoir accès à des informations qui peuvent se valoir et être très... avoir une grosse influence, hein, une grande influence auprès en particulier des jeunes. Justement, à l'université, on transmet, ou on a cette vocation pédagogique, mais c'est aussi le lieu où on produit la connaissance. Et donc, savoir comment la connaissance est produite, c'est, à mon avis, vraiment quelque chose de très important qui doit entrer en ligne de compte dans la formation des enseignants. Et pour ça, les enseignants-chercheurs, justement, ont un domaine. Ils ont appris à faire de la recherche, hein, François Germinet le disait bien. Ils peuvent maintenant apprendre à enseigner, mais la jonction qui existe entre les deux, elle est très importante parce que effectivement, ce savoir, cette production de connaissances, eh bien, ils peuvent faire résonner chez les étudiants le fait que ce qui est enseigné contribue au développement de l'esprit critique, de la connaissance générale et de la raison, hein, globalement. Donc, c'est très important que la formation des enseignants se fasse à l'université et puisse montrer ça. Alors, les INSPE y contribuent, je l'ai dit, mais il faut aussi développer de la recherche et pouvoir appuyer ce qu'on fait sur les recherches qui sont menées dans ce domaine. Hein. C'est un autre aspect important dans lequel les INSPE ont un rôle à jouer, puisque ça fait aussi partie de leur mission. Enseigner est un métier qui s'apprend, vous venez de le dire. On a constaté au fond que certains blocages ou freins d'enseignants-chercheurs ou d'équipes pédagogiques étaient sans doute maintenant plus liés au cadre désormais posé et aux dispositifs qui s'offrent à eux. Alors on pourrait se demander est-ce que c'est au fond une question de culture et comment développer cette culture de l'ingénierie pédagogique. J'aurais souhaité vous entendre, Joël de Mougeot-Lebel, sur le sujet, comment on encourage ces réflexions sur la place de l'enseignement et de l'ingénierie et des équipes d'ingénieurs pédagogiques au sein des équipes d'enseignants-chercheurs et comment on crée ces écosystèmes et ces communautés de pratiques pour éviter, comme on disait tout à l'heure, que ces enseignants soient un peu seuls au milieu de l'océan.
Alors, quand on traite de la question du développement professionnel pédagogique des enseignants du supérieur, c'est-à-dire comment devient-on enseignant quand on a été formé pour et par la recherche, on peut proposer différents modèles. Mais finalement, la question principale, c'est qu'est-ce qu'il faut aux enseignants universitaires pour se développer pédagogiquement. Et à partir du moment où on regarde la question comme ça, on se dit, mais est-ce qu'il faut des formations? On l'a évoqué dans ce que disait Philippe, dans le décret, on l'a évoqué avec Pascal Brand-Pomarez, on l'a évoqué avec François Germinet. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Des formations? Est-ce qu'on pourrait aussi penser à leur donner du temps, par exemple? Ce temps, on va le trouver dans le décret, ces fameuses 32 heures qui sont parfois traduites de manière... donc là, ça pose tout un tas de questions aussi, c'est comment ces 32 heures se traduisent en termes d'action et de décharge. Est-ce qu'il leur faut des moyens techniques? Est-ce qu'il leur faut des moyens financiers? Est-ce qu'il leur faut un environnement soutenant ou aidant? Et dans cet environnement, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des ingénieurs pédagogiques qui vont les épauler, qui vont les accompagner, puisqu'on parle d'accompagnateurs pédagogiques. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour mettre ça en place? Tout à l'heure, Philippe disait, au national, le ministère a posé des éléments. Il a créé effectivement le décret qui met en place la formation obligatoire des enseignants la première année. Mais dans ce décret, on ne parle pas toujours de la deuxième, de la suite du décret, c'est-à-dire ce qui rend favorable, possible et qui permet la formation pédagogique, continue à se former pédagogiquement les 5 années qui suivent. Qu'est-ce qu'on met en place pour les enseignants? Est-ce qu'on met ces formations et on leur donne un congé, un CPP? Philippe le disait tout à l'heure, ce congé pour projet pédagogique. Mais ce congé pour projet pédagogique, on pourrait par exemple déplorer, et Philippe le disait, qu'il s'adresse qu'à des individus. Alors donc, tout à l'heure, on relevait l'importance de la notion d'équipe dans les changements pédagogiques, dans la transformation, si tant est qu'il s'agisse d'une transformation, enfin dans l'évolution qui est actuelle. Mais dans ce cas-là, le CPP montre un peu une limite. Il propose des choses, mais il montre un peu une limite. Est-ce qu'on va proposer, par exemple, une aide à travers des personnels? On voit bien, si vous... Alors, moi, j'ai été pendant 7 ans présidente de l'Association internationale de pédagogie pour la section France. Ces derniers 18 mois, une de nos activités principales, et j'ai vu qu'il y avait des gens dans SPIA qui étaient là, Sophie Guichard, je pense en particulier, qui est l'actuelle présidente, pourrait nous dire aussi qu'on retransfère des offres de recherche d'ingénieurs pédagogiques partout. Et on le fait depuis les NCU, depuis les IDEFI, depuis que la question est saillante. Et donc là, qu'est-ce qu'on met dans cet environnement aidant? Alors, vous permettrez d'illustrer mon propos, non pas à titre d'exemple, mais à titre d'illustration, par ce qu'on fait à l'Université de Bourgogne, où je suis chargée de mission à la stratégie pédagogique. Nous travaillons actuellement à un projet d'établissement. Donc, c'est un projet d'établissement pour la formation dans sa globalité. Il ne s'agit pas juste du développement professionnel pédagogique des enseignants. Mais en fait, ce qu'on veut faire, in fine, c'est développer, alors là actuellement on est dans une période d'états généraux où on recueille les attentes, les besoins, les perceptions des acteurs de l'établissement sur la formation. Et ce qu'on veut faire, in fine, c'est mettre en place un écosystème soutenant. Un écosystème soutenant où on va pouvoir prendre un CPP si on en a besoin, mais on va pouvoir aussi aller travailler dans le cadre du Learning Center qui est en train de se monter pour expérimenter des choses, pour tester des outils, pour regarder si finalement, est-ce que je ne pourrais pas mettre en place une vidéo que quelqu'un m'aiderait à faire, pas forcément que je ferais seul, mais que je peux faire aussi seul ou apprendre à faire seul. Et donc, cette vidéo, je la déposerai grâce aux outils sur une plateforme. Et puis, du coup, je basculerai quand on aura ce nécessaire présentiel que beaucoup appellent de leur vœu, mais pas tous, mais beaucoup en tout cas. Est-ce que, du coup, je ne ferai pas de la classe inversée? Parce que finalement, ça questionne aussi le soutien que pourront trouver les enseignants, mais ça questionne aussi, je pense, cette pandémie, la question des choses qu'on considérait comme acquises et où on ne savait plus forcément très bien dire pourquoi c'était bien, pourquoi c'était moins bien. Aujourd'hui, par exemple, à la suite de cette injonction contextuelle à l'hybridation au distanciel, ça nous amène à questionner ce que le présentiel apporte réellement. C'est quoi sa valeur ajoutée? Et par exemple, on sait que le processus de persévérance aux études en début de cursus, c'est-à-dire
pourquoi des étudiants de L1 persévèrent alors qu'ils sont dans un environnement qui a changé, qu'il faut qu'ils s'adaptent, etc. On sait qu'il y a un grand nombre de variables. On a longtemps étudié les variables en amont sur leur parcours, sur leur famille, sur leur environnement social, etc., leur motivation. Mais on a beaucoup de variables qui sont des variables contextuelles aussi. Et par exemple, c'est la perception qu'ils ont du soutien enseignant, la perception qu'ils ont du soutien des pairs dans une socialisation qui peut passer par discuter avec ses camarades de cours, travailler avec eux, aller à la cafétéria ensemble, à la BU, mais aussi les types de méthodes pédagogiques et encore les dispositifs d'évaluation. Donc ça, c'est des informations que la majorité des enseignants universitaires, et c'est bien normal, ne connaissent pas. Ils le pressentent. Ils se disent qu'il doit y avoir effectivement, ils ne sont pas responsables de tout concernant l'engagement des étudiants, et les étudiants ne sont pas responsables de tout non plus. Il y a effectivement des variables qu'ils pressentent, mais qu'ils ne savent pas forcément identifier et nommer. C'est bien normal, ce n'est pas leur champ d'expertise. Et quand on se préoccupe sur ce qui peut soutenir les enseignants, ce n'est pas aussi des informations, ça peut être, des formations, pardon, ça peut être aussi des informations, des savoirs sur comment les étudiants apprennent, comment les étudiants en fait sont soutenus ou pas soutenus par telle ou telle façon de faire les choses, pourquoi le tutorat peut être bien ou moins bien, pourquoi. Et ça, c'est ces informations-là. C'est des informations qui sont importantes. Donc, quand on se questionne sur qu'est-ce qui pourrait aider les enseignants, moi, je défends, et je défends l'idée d'un environnement systémique qui va s'appuyer sur des règles et des cadres nationaux, mais aussi où l'institution, l'établissement, va aller mettre en place des choses de son propre gré et de sa propre volonté. Et puis surtout, que ce soit aussi rendu lisible, bien sûr, par les enseignants-chercheurs, pour les enseignants-chercheurs, pardon. On s'avance doucement vers la fin de ce webinaire. En guise de conclusion, tout au long de cette semaine de e-Sync 2021, on a un fil rouge qui est ce fameux monde d'après, après cette première année, si tant est qu'il y en a une, ou en tout cas ce monde de demain. En guise de conclusion, avec environ une minute chacun, si vous le pouvez, dans le monde de demain, comment selon vous les enseignants seront formés à la pédagogie et à l'ingénierie pédagogique pour favoriser la réussite des étudiants. Assez brièvement, François Germinet, à cette question de la formation des enseignants-chercheurs de demain, qu'est-ce que vous nous répondez? Une des grandes questions, ça a été évoqué là dans cette table ronde, c'est est-ce que le métier, est-ce qu'on arrive à vraiment faire passer l'idée que enseigner c'est un métier, et donc ça s'apprend et ça se travaille. Et puis deuxièmement, est-on condamné à être seul toute sa vie lorsqu'on est enseignant, ou est-ce que ça devient un travail à un moment donné d'équipe avec des pairs et avec des équipes pédagogiques? Merci Philippe Clalle. À cette question, qu'est-ce que vous envisagez? Il y a un peu ça n'a pas évoqué qu'on pourrait actionner, c'est celui de l'évaluation des enseignements pour en faire quelque chose d'utile. Pourquoi on le fait? Parce qu'il ne faut pas faire de l'évaluation des enseignements simplement parce que le ministère ou le HCRS demanderait de faire de l'évaluation des enseignements, parce qu'on pourrait bien évaluer, comme je dis, parfois 110% des unités d'enseignement, ce qui n'a pas de sens, mais que ça ne changerait rien. Le but, ça n'est pas ça, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait pour changer, pour améliorer ce qu'il faut améliorer, pour la réussite des étudiants, parce que c'est important d'écouter ce que nous disent les étudiants quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais surtout aussi pour aider les enseignants à faire mieux, parce que ce qui est dramatique, c'est que je vois dans un certain nombre de cas où on dit il faut évaluer, on évalue, c'est que l'enseignant se prend tout par la figure, si vous me passez l'expression, et on sait très bien, et ça c'est un biais cognitif qui est tout à fait bien connu, documenté, qu'on va accorder beaucoup plus d'importance à un commentaire négatif qu'aux 10 commentaires positifs qui étaient à côté. Donc là, il va falloir aider les enseignants à faire de cette évaluation quelque chose d'important, dont on comprend bien les réponses, et pour ensuite évoluer dans sa pratique professionnelle. Parce qu'un enseignant qui reçoit de mauvaises évaluations, il n'a pas envie de refaire la fois d'après, mais honnêtement, il est malheureux, et c'est logique, et il a envie sans doute de progresser. Donc voilà, on a des structures, on a des services d'appui à la pédagogie qui vont l'aider
Il faut mieux utiliser cette évaluation des enseignements pour en faire quelque chose d'utile qui donne envie de progresser et de ne pas s'arrêter aux écueils. C'est évident qu'on n'est pas tous les jours, même si on s'est formé à la pédagogie, même si on a 20 ans de pratique, il y a des jours où on n'est pas bon, il y a des nouveaux enseignements qu'on met en place, des choses qu'on teste. On va peut-être tester de la classe inversée, on l'a mal fait la première fois et ça ne va pas marcher, les étudiants vont nous le dire. Voilà, il faut utiliser cet outil de l'évaluation des enseignements et ça fait partie de l'évolution pédagogique. Merci. Pascal Brand-Pomarès, vous aussi, comment vous voyez cette formation dans le futur pour les enseignants? Je vous invite à réactiver votre micro qui doit être coupé. Merci. Oui, ben pour rester dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui me vient à l'esprit parce que c'est très important. En fait, l'erreur est consubstantielle de l'apprentissage. Et quand on parle de développement professionnel des enseignants, eh bien, il faut se souvenir, voilà, que on apprend, on peut apprendre par essai-erreur, ou en tout cas, on doit avoir droit à l'erreur quand on apprend, et donc tout ce qui peut être mis en place pour apprendre de ses erreurs et en tout cas avancer et permettre ce développement professionnel, à mon avis, ça porte sur trois grands piliers. Le premier, c'est que ce soit documenté, hein, c'est que quand on dit cette méthode pédagogique, ça marche pas, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est la recherche qui peut apporter justement des éclairages par rapport à ça, donc le pilier le plus important. Puis ce qu'on peut tirer quand même comme enseignement de la crise, c'est que l'enseignement est d'abord un métier de relations humaines et ça interroge justement sur ce que peut faire à distance ou pas, mais comment on peut être dans cette relation de confiance avec les étudiants, d'encouragement, ça a été aussi relevé parce que c'est ce qui permet aussi d'avancer, et donc d'accompagnement des étudiants. Et cette question de la relation aussi, elle peut être documentée par la recherche, mais on ne peut pas passer à côté de cet aspect-là. Et peut-être ce qui me paraît aussi très important, le dernier point, c'est avoir une approche de la formation qui soit adaptée aux besoins et donc y compris dans le développement professionnel des enseignants, être dans de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que tous les enseignants-chercheurs n'ont pas les mêmes préoccupations et en fonction des enseignements qu'ils ont à dispenser, ont des approches aussi qui peuvent être éminemment didactiques, spécifiques à leur spécialité et ou des expériences personnelles différentes. Et donc être au plus près des besoins, même si ça n'enlève pas la dimension collective et l'échange collectif qui peut être fait. Et dans les formations qui sont données aux enseignants-chercheurs nouvellement recrutés, je reviens sur l'analyse des pratiques, c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage entre pairs et de l'analyse de pratiques au plus près de leurs besoins personnels. Merci. Joël de Mougeot-Lebel, je suis désolé, vous avez le rôle alors de conclure, mais brièvement, selon vous, le point peut-être le plus essentiel pour la formation future des enseignants à la pédagogie. Bon, j'ai la conviction que cette pandémie produira des transformations durables, mais qu'on ne sait pas encore vraiment sur quelle dimension. Il semble cependant que la question de l'enseignement sera, en général, sera enrichie, et je pense que c'est une véritable opportunité pour proposer aux enseignants ces fameux environnements capacitants dont je viens de parler. Je pense que c'est là, en fait, il y aura d'autres changements, mais sur la variable, sur la question de l'enseignement et de l'accompagnement des enseignants, je pense que c'est une extraordinaire opportunité à saisir.
Et merci, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous quatre pour ces échanges très riches. Merci à tous les participants pour votre écoute et votre participation. J'ai fait au mieux pour relayer vos questions, mais elles étaient très nombreuses. Et merci pour tous ces échanges. Je remercie également le réseau des INSPE avec qui cette table ronde a été préparée, notamment Anne-Lise. À la suite, dans le programme, un débat qui a commencé il y a 4 minutes jusqu'à 12h30 et qui questionnera le défi de l'attractivité dans l'ESR du point de vue des villes moyennes qui prennent peut-être leur revanche en ce moment. E-Sync, c'est jusqu'à vendredi 13h15. Alors, je vais tenter de vous partager le programme si je peux le faire. Voilà. Et donc, je vous le mets ici. Voilà, je vous remercie tous pour vos échanges et pour... normalement, ça va être bon. Je tente de le faire. Alors, l'URL n'est pas valide. Eh bien, je vous invite à consulter notre programme sur notre site Newstank et inscrivez-vous aux différentes matinées et tables rondes qui, j'espère, seront aussi intéressantes que celles que nous venons de passer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous remercie encore. Merci à vous quatre. Et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.